Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais envie de parler de ça aujourd'hui, de ce sujet-là? Ouais, parce qu'en fait, là, j'ai fréquenté différents cercles où j'ai rencontré des entrepreneurs, des indépendants. Et au fur et à mesure des discussions, je me suis rendu compte qu'il y avait cette notion de protection énergétique. Alors, en tout cas, cette notion juste d'énergie et d'échange d'énergie entre le praticien et la personne qui l'accompagne, ou alors, j'ai envie de dire, l'être humain en général, en lien avec d'autres humains, les aidants, etc. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un intérêt justement à ce que je puisse communiquer, en tout cas sur mes prises de conscience à ce sujet-là, et de le faire de façon assez terre à terre et que ce soit pas perché, que ça puisse parler au plus grand nombre en fait. Et selon toi, pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'énergie dans les métiers de service, d'accompagnement? Parce que majoritairement, ils n'en ont pas conscience. Donc quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, forcément on ne sait pas, donc on n'en parle pas. Et c'est justement à ces personnes-là où j'ai pu transmettre un petit peu mes prises de conscience, ou en tout cas mes expériences et de leur expliquer, si tu as tel ou tel comportement, ou en tout cas tel et tel ressenti, c'est qu'il y a peut-être un truc à aller travailler à ce niveau-là, quoi. Et toi, tu travailles avec l'humain depuis pas mal d'années. À quel moment tu as compris que ton énergie elle était impactée parce que tu vivais avec tes clients? En fait, fin de journée, pour recadrer, en tout cas pour resituer les choses, moi quand j'ai pris conscience de ça, j'étais dans le tatouage, où je manipulais physiquement les gens, donc je posais les mains sur leur corps, et au fur et à mesure du temps, on travaillait aussi beaucoup sur des aspects un peu plus émotionnels. Donc en fait, je me suis rendu compte de cet impact à ce moment-là. Et en fait, ce qui m'a marqué, ça a vraiment été que je me refaisais les scènes, que je pensais souvent en fait aux histoires en fait qui m'avaient été racontées. Et parfois, j'avais des rappels de personnes alors que j'étais en train de faire quelque chose qui avait absolument rien à voir, mais il y avait toujours comme s'il y avait un lien en fait entre cette personne et moi qui fait que je pouvais avoir des pensées, alors que normalement il ne devrait pas y avoir, quoi. Donc c'est là où je me suis dit ça fait quand même une charge mentale supplémentaire, ça fait des informations qui sont normalement pas censées être là. Quand j'ai poussé un petit peu plus, ça a vraiment été ce côté impacté personnellement par les histoires de mes clients. Et en fait, fin de journée, t'es complètement vidé. Selon certaines personnes que tu peux voir ou accompagner, il y a quelque chose, tu te sens drainé en fait. Donc c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à aller voir à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce que tu observes généralement chez les professionnels que tu accompagnes et qui se protègent pas ou qui n'ont pas conscience de ce transfert d'énergie-là? Ce que j'observe, c'est que généralement, ils sont beaucoup dans le don. Ils sont beaucoup dans je donne de ma personne, je vais toujours en faire plus pour donner, donner, donner. Et donc du coup, ils se vident. Et il y a aussi ce côté hypersensible. Un peu comme s'ils étaient vraiment ultra poreux par rapport à l'environnement et les personnes qu'ils peuvent côtoyer. Et il n'y a pas de filtre, quoi. C'est comme si les deux personnes se mélangeaient. Et en fait, la problématique de ça, c'est que t'es pas dans une posture juste d'accompagnant. Si tu te laisses happer et emporter par les émotions, les énergies ou les pensées, les idées de l'autre, parfois, là du coup, j'ai cette histoire qui me revient. J'ai accompagné du coup une artiste, une tatoueuse, qui me disait mais j'arrive pas, quand je tatoue, il y a des clients qui me parlent beaucoup et qui me racontent leur vie et voilà, et ça parle parce que la personne a besoin de se livrer, a besoin de déposer des choses. Et elle se sent du coup comme aspirée, elle n'arrive pas à poser son cadre. Et elle sent du coup qu'elle travaille moins bien parce il y a quelque chose qui vient constamment la titiller. C'est comme si en fait, il y a toujours un bourdonnement, un grésillement qui se passe, un bruit qui se passe, qui fait que tu peux pas être pleinement dans ton plein potentiel et dans ton focus de ce que tu es en train de faire. Et donc ça, techniquement, c'est qu'il y a un transfert à un moment donné. Donc ça peut être problématique si on a envie vraiment de travailler, en tout cas dans les meilleures conditions, de justement pouvoir poser ce cadre-là. Et quand je dis créer une distance, c'est pas pour éloigner l'autre, c'est pour au contraire être vraiment bien ancré et bien présent pour pouvoir donner
de façon juste en fait. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre fatigue physique, mentale et énergétique? Ouais. Et alors du coup, comment ça se qu'est-ce que c'est? manifeste? Pour moi, la fatigue physique, c'est par exemple après avoir fait un effort, du sport, où on sent que physiquement, le corps est fatigué. Donc, on sent que c'est généralement directement après l'effort où il y a cette fatigue. Donc ça, c'est plutôt assez clair à observer. La fatigue mentale, c'est quand on a constamment des pensées, qu'on n'arrive pas à dormir parce que ça tourne tout le temps et qu'on n'arrive pas à aller éteindre cette machine. Donc c'est vraiment voilà, l'épuisement mental, c'est ça. C'est quand le cerveau est toujours actif et quand une pensée on en amène une autre et que le moulin s'alimente constamment. Donc généralement, il y a des migraines, difficulté à s'endormir. On est sur quelque chose qui peut être vraiment... on est sur la sphère du mental, de la tête, et généralement assez compliqué à mettre en pause si on n'a pas des techniques particulières ou parfois même des produits pour certains. Fatigue énergétique, on est sur parfois quand on ne fait pas grand-chose, quand on n'est pas forcément donc actif physiquement. Il n'y a pas forcément, pareil, une activité cérébrale de fou. On se sent mais vidé, quoi. On se sent complètement à plat. Et pour le coup, on n'a pas tous ces déclencheurs particuliers. Et je vais expliquer un petit peu mon expérience par rapport à une fatigue énergétique et comment ça peut survenir quand on fait beaucoup de pratiques, d'aller travailler beaucoup sur soi et d'aller remuer en fait un petit peu beaucoup de choses à l'intérieur. Quand on travaille sur des sphères un peu subtiles, donc dans le monde énergétique, il y a un besoin d'intégration. Et si on ne vient pas intégrer ça, c'est comme une jauge en fait. À un moment donné, quand elle est vide, elle est vide. On peut sentir cette envie de là j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de rien faire, j'ai besoin de couper pour pouvoir se recharger parce que dans ces sphères-là, il y a eu beaucoup de travail de fait et qu'à un moment donné, il y a besoin que ça se pose en fait. Et moi j'ai vécu ça il y a 1 an où j'avais justement fait pas mal de pratiques énergétiques, où je m'étais fait former, ou en tout cas j'ai reçu des enseignements. Et à un moment donné, il y a eu besoin d'intégration. Et là, mon corps et mon mental même, on était sur un truc de je ne peux plus rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est juste dormir, quoi. Il y avait vraiment un besoin de récupérer pour que tout ce qui s'est passé dans le milieu un peu subtil puisse s'intégrer et prendre place pour que je puisse ensuite mettre des choses en action. Parce que quand on commence à être dans ces sphères-là, et là, les gens vont dire « elle commence à se percher la dame ». Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on commence à se percher, on peut y rester. Et on peut toujours aimer vivre de nouvelles choses, expérimenter des nouvelles pratiques, pour certains tester des produits qui vont t'amener dans des sphères. Et au final, c'est un peu une fuite si on ne prend pas le temps d'intégrer et de retirer au final les enseignements qu'on aura appris pour ensuite les implémenter dans le quotidien. Et c'est ce que je dis en fait à toutes ces personnes qui sont hyper à l'aise dans le milieu spirituel, énergétique. Je dis c'est très bien en fait d'avoir emmagasiné des expériences, de la connaissance, mais dans ton quotidien, ça te sert à quoi? Si tu mets rien en action, si tu n'implémentes pas les choses et si toi-même, dans ton quotidien, tu continues à agir comme tu agissais avant en fait. Et généralement, il y a un peu ce recul de dire « ah bah ouais, j'avais pas pensé à ça ». Donc mon job à moi, c'est d'avoir connu ces sphères-là, de m'être perché effectivement, mais de me dire « ok, comment ça je peux l'utiliser dans le quotidien pour pouvoir le transmettre aux personnes un petit peu plus cartésiennes ou quand bien même aux personnes qui sont dans ces sphères-là, de dire on peut utiliser aussi ces outils pour nous aider à avancer, pour mieux accompagner les personnes, nos clients ou je sais pas, nos salariés ou même notre famille en soi. Du coup, pour repartir sur le côté énergétique, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place dans ton quotidien pour entretenir cette énergie-là? Pour moi, il y a vraiment ce côté routine, un peu comme on se lave tous les jours. Au niveau énergétique, il y a aussi besoin d'avoir cette hygiène, cette conscience de quand je suis en relation avec l'autre, j'ai pas envie de lui transmettre des choses qui ne lui appartiennent pas. J'ai pas envie non plus de récupérer des choses qui ne m'appartiennent pas. Et donc,
il y a besoin effectivement dans le quotidien de pouvoir organiser son environnement, sa personne, pour un peu voilà, se nettoyer avant, se protéger avant aussi et se renettoyer après. Donc un peu comme on prend une douche en fait tous les jours, au niveau de l'énergie, c'est pareil. Si on ne vient pas à mettre ça en place, en fait on se charge, on accumule et c'est comme la vie n'aime pas le vide, généralement ça se transmet. Et c'est comme ça qu'on peut être pollué, on peut avoir des pensées qui ne nous appartiennent pas, on peut avoir voilà, ressentir des émotions qui ne sont pas à nous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire les choses en conscience et quand on accompagne quelqu'un, d'être le plus neutre, le plus clean possible, de faire ce qu'on a à faire avec cette personne, de pouvoir l'accompagner, peu importe. Et une fois cette séance terminée, de pouvoir voilà, se nettoyer, de pouvoir mettre toutes les informations en lien avec cette personne dans un lieu particulier pour ne pas rester en contact et que ça puisse nous polluer à l'avenir. Toutes ces choses-là pour nous faciliter et au final nous alléger dans notre quotidien. Donc oui, concrètement, tous les matins, voilà, j'ai mes petits process avant chaque séance, avant et après, chaque personne que je vois. Voilà, j'ai pareil mes petits rituels, ou en tout cas, mais pour parler concrètement, pour toutes les personnes qui vont être en lien physiquement avec d'autres personnes, ça va être déjà se laver les mains. En conscience, de se dire, ok, là, cette eau-là me nettoie de ce que j'aurais pu prendre de l'autre. Les mains sont des antennes, en fait. Pour les personnes un peu sensibles, on peut vraiment capter des choses à travers les mains. Et donc pour les personnes qui massent, les thérapeutes, les kinés, etc., ouais, les mains, c'est une partie du corps qui c'est émetteur-récepteur. C'est toujours bien de pouvoir se laver les mains, en plus du côté hygiène, d'avoir cette conscience énergétique, de dire on transmet des choses par les mains également, quoi. Et comment tu as pris conscience de ça, du fait qu'il fallait avoir une hygiène énergétique? Tu as eu des symptômes, des ressentis, des choses comme ça? En fait, ouais, quand... bon, pareil, voilà, dans le tatou, même si on a des gants, voilà, l'énergie n'a pas de... Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière, donc c'est pas une paire de gants qui va, en tout cas, nous couper de ce lien-là. C'est, en mettant mes mains, voilà, de ressentir des choses qui ne m'appartenaient pas. Ça peut être, voilà, des émotions, des pensées, voilà, des choses qui se passent entre le client et moi, sans même parler de quoi que ce soit. Voilà, il y a des informations qui se passent. Et pareil, je pouvais capter les douleurs, d'avoir mal au dos subitement, ou d'avoir une migraine, ou d'avoir un blocage à un moment donné, et de poser la question, et t'as mal au dos ou t'as mal au rein? Et de dire oui. Bon, là je sais que c'est pas à moi, quoi. Généralement c'est de l'épuisement, en fait, c'est de la grosse fatigue après avoir vu certaines personnes. J'ai d'ailleurs une indépendante que j'accompagne et qui me dit qu'après une personne en particulier, elle est mais épuisée. Il y a un truc de... elle peut plus rien faire après, elle prend que elle, et elle enchaîne pas de rendez-vous parce que voilà, à la fin, elle est complètement vidée. Donc oui, effectivement, les gens n'ont pas conscience, généralement ça se fait inconsciemment, mais il y a des transferts d'énergie, et quand toi tu es en énergie haute et que la personne est complètement en bas, il y a un transfert qui se fait pour que les personnes soient en équilibre. Donc si toi tu es très très haut et elle très très bas, tu vas baisser pour se mettre à... Et elle va être hyper contente de te contacter, de parler avec toi, elle va sortir de chez toi en disant mais j'adore, moi ça m'a rechargé, et je suis en forme, quoi. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui permettent... de prendre conscience de ça, quoi. Et du coup, c'est quoi concrètement protéger son énergie? Déjà, la première chose, c'est pas de se dire je me protège des autres. Pour moi, c'est entretenir son énergie, déjà, d'avoir une énergie haute, de faire en sorte, du coup, d'aller un peu fertiliser son terreau. Ça sert à rien d'aller dire les autres sont en énergie basse, c'est pas bien. Du coup, je me protège d'eux. C'est toujours reprendre sa responsabilité. C'est qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir moi être bien. Donc, faire attention à ce qu'on met dans son corps au niveau alimentaire. Donc, des aliments qui rechargent, des aliments qu'on appelle vivants. Ensuite, faire attention à ce qu'on regarde, les informations qu'on peut avoir
au niveau du visuel qui impacte aussi notre énergie, ce qu'on entend. Si par exemple, tu regardes BFM toute la journée avec les informations de peur, d'angoisse, de trucs qui sont quand même affolants, bah, tu vas avoir constamment des informations qui vont te plomber. Et ça aide pas justement à être dans la joie, à avoir envie de mettre des choses en place. C'est hyper lourd. De toute façon, quand on a des informations comme ça, le corps parle, tu vois. T'es dans une posture de... c'est lourd. Alors que si tu te connectes à la joie, t'es plus amené à avoir une posture droite, voilà, d'avoir le smile, etc. Donc faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, l'environnement aussi, dans quel environnement tu es. L'idée, c'est pas de remettre la faute sur l'autre, c'est juste de prendre conscience, ok, de quel environnement j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'ai fait en créant le studio, c'est que j'avais envie de créer un espace où je puisse me sentir bien et que d'autres personnes qui ont cette même sensibilité que moi puissent aussi se sentir bien. Des fois, il y a ce côté, si t'es bien nulle part, crée-toi ton environnement en fait. Crée-toi ton entourage, crée-toi, pareil au niveau des gens qu'on fréquente, des discussions qu'on peut avoir, c'est des choses qui impactent notre énergie. Donc ça, c'est j'ai envie de dire le basique pour être en capacité déjà d'avoir cette énergie haute. Et après, effectivement, de pouvoir la garder au maximum. Donc il peut y avoir des protocoles, il peut y avoir des process moins terre à terre qui permettent justement de ne pas se laisser impacter par des choses subtiles qui pourraient nous plomber. Je vais peut-être pas forcément développer cet aspect de fuite énergétique ou d'entité, etc. Je pense pas que ce soit le sujet. J'allais te poser la question justement de savoir qu'est-ce que tu as des rituels en particulier que tu as. Alors après, oui, j'ai des rituels en particulier parce que je travaille dans l'énergie, parce que je suis amenée à être confrontée à des cas qui peuvent être compliqués. Donc effectivement, c'est comme un pompier. Pour affronter le feu, il faut qu'il s'équipe. Une personne qui n'a pas dans son quotidien intérêt à aller affronter le feu, il n'y a pas besoin de mettre autant d'équipement. Voilà. Donc, mais par contre, dans le quotidien, effectivement, s'il y a des petites choses qui peuvent venir impacter ton énergie ou en tout cas faire grésiller, c'est rien que déjà de prendre conscience de quoi tu as besoin pour être en énergie haute. Parfois, il n'y a besoin que de ça et c'est déjà très très bien, en fait. De pouvoir s'extraire de certains environnements, de pouvoir s'extraire de certaines conversations, de pouvoir se dire ah ben là je suis fatiguée, je vais dormir, je vais pas forcément accepter de continuer la soirée, je préfère rentrer chez moi. Ça, c'est des petites choses qui te permettent déjà de reprendre ton pouvoir, reprendre ton énergie en main et de pouvoir gérer ton quotidien un peu plus sainement au final, vis-à-vis de toi-même. Après, pour tout ce qui va être les personnes dans l'accompagnement et qui travaillent dans l'énergétique, là on est sur un autre sujet. Effectivement, il y a d'autres choses à mettre en place. Là, on est sur de la formation et de la transmission de choses à appliquer quotidiennement, quoi. Mais du coup, est-ce que tu fais une différence entre se protéger avant, pendant et après une session ? Mon process est différent, oui. Alors, partant du principe que je garde cette image-là, je sais comment mettre une combinaison pompier, qui ne s'appelle pas combinaison d'ailleurs. Un uniforme. Uniforme, enfin tu vois, le casque et tout. Voilà, je pars du principe que je le mets tous les jours. Au moins, je sais que je suis sécure. Et pareil, dans mon quotidien, je suis amenée à voir des gens plusieurs fois par jour. Donc tous les matins, je le fais pour moi, déjà, dans mon général. Et ensuite, je le fais entre chaque client jusqu'à la fin de journée. Donc je me nettoie avant et après chaque client pour ne pas justement transférer des informations, des énergies à la personne qui vient me voir après, qui n'a absolument... le but, c'est pas de se récolter des énergies, des informations de la personne avant. Et pareil, au niveau du lieu, de l'environnement, de pouvoir aussi nettoyer pour que la personne suivante, pareil, qu'il puisse se sentir bien, que ça puisse respirer, qu'il n'y ait pas quelque chose de lourd. Parfois, il y a des lieux, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu peux arriver dans un lieu où tu te dis « Waouh, là, je ne vais pas y rester longtemps parce que je ne me sens pas à l'aise. » quoi. Et donc, c'est ça. Donc,
les lieux peuvent aussi avoir une énergie et garder des informations qui, si c'est pas nettoyé, si c'est pas déjà mis en conscience, bah, ça peut peser et à long terme, voilà, ça peut même créer des maladies. Et à quoi tu reconnais aujourd'hui que toi, t'es bien ancré, bien protégé? Dans mon comportement, déjà. Une personne ancrée, c'est une personne qui n'est pas trop dans sa tête. Déjà, quand il y a trop de mental, trop de pensées, il va se passer sur la route pour venir à mon rendez-vous. Je vais avoir quelque chose qui va se passer, je sais pas, un voisin, mon pneu qui est crevé. Donc forcément, on sort de la routine, on sort du planning, donc bah, y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a l'émotionnel de « ah, j'ai crevé, chier ». Il y a le mental de bah, comment je vais régler ça, il va falloir que j'appelle des panneuses, nanana, il faut que j'appelle mon client. Donc il y a plein de choses qui se mettent en alerte, qui fait que là, si tout de suite après, je m'occupe de mon client, je ne suis pas du tout avec lui. Je suis encore dans mon histoire, je suis encore dans ce qui s'est passé. Donc, et ça, je le sens parce que j'ai une respiration qui n'est pas posée, j'ai ma tête qui pense encore à ce qui s'est passé précédemment. Et au niveau des émotions, voilà, je peux encore garder un peu de colère, je peux encore garder un peu de l'événement, de ce qui s'est passé précédemment. Donc, quand je ne ressens pas ce qui s'est passé précédemment, donc là, si je suis en accompagnement, clairement, si je suis plus connectée à la personne que j'ai accompagnée avant, au niveau émotionnel, au niveau mental, etc., et que mon corps, mes sensations sont là pleinement, et je suis pleinement concentrée, en fait, focus sur la personne qui vient me voir, là, je sais que je suis ancrée. Je suis pas en train de penser à ce que je vais manger après, je suis pas en train de penser à, mais du coup, il faut aller... Non, je suis pleinement là, et il peut se passer quoi que ce soit autour, je suis avec la personne. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à savoir, en tout cas, que je suis pleinement ancrée et présente durant mes séances, quoi. Quand il se passe des trucs comme ça, un peu imprévus, pour t'en sortir, tu refais un genre de rituel pour... Ouais, je me pose. Bah déjà, je m'extrais. En tout cas, moi, c'est la manière dont c'est ce que j'ai trouvé ou compris de moi pour pouvoir me remettre, me réaligner, en fait, pour être vraiment là. J'ai besoin de m'extraire. Donc, un moment où je suis toute seule, au calme, pour déjà me reconnecter à ma respiration. Donc, je fais un exercice de respiration qui prend... moi, j'ai besoin de 2-3 minutes maintenant. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps. Et c'est vraiment le prendre le temps de souffler. Juste le fait, parfois, de se reconnecter à sa respiration, rien que ça permet déjà de mettre le mental de côté, puisqu'on est focus sur le rythme respiratoire, donc on n'est pas en train de penser à autre chose. Et effectivement, je mets mes petits process en place, mes petits protocoles, qui prennent maintenant 2-3 minutes, c'est assez rapide, pour me poser et pour me dire, ok, là... Ce qui s'est passé avant, c'est passé. J'ai aucun intérêt à alimenter en fait ce moulin-là, à alimenter ces informations-là. Là, pour le moment, je me focus sur ce que j'ai à faire. Et au pire, on verra ça plus tard, si effectivement, il y a encore des choses à gérer par la suite, quoi. Du coup, tu dirais que c'est une hygiène de vie, en fait, le global de tout ça? Ouais, c'est une hygiène de vie, c'est un peu une philosophie de vie. Quand on commence à comprendre que, ben oui, effectivement, nos pensées génèrent des choses, que nos émotions génèrent d'autres choses. Il y a quelque chose de l'ordre de, une fois que tu as conscience de ça, qu'est-ce que voilà, tu sais que ça ne matche pas avec ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu peux anticiper, en fait, mettre en amont. C'est un peu comme les personnes qui consomment de l'alcool, qui partent en soirée. Là, je dis ça parce que je sors d'un mariage le week-end dernier et je discutais avec une personne alcoolisée, justement, et je lui posais la question, mais tu sais que demain tu vas être mal, tu sais que tu vas avoir mal aux cheveux, mais quand même, il y a ce côté, non mais c'est pas grave, vas-y, je bois, maintenant que je suis lancée. L'alcool aidant, généralement, effectivement, c'est pas le dernier verre qui va te dire c'est le dernier. On est toujours sur la surenchère. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est juste de prendre conscience et de se dire, ok, si je mets telle ou telle action en place, il va y avoir telle ou telle répercussion. Et donc, conclusion, est-ce que je prends le chemin de j'y vais ou pas? Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai emprunté des chemins où, effectivement, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait mes expériences. Là, in fine,
mais je me rends compte que l'alcool, ça impacte mon énergie, que effectivement, j'ai pas envie d'avoir mal aux cheveux le lendemain. Déjà que le fait de manquer de sommeil, le sommeil c'est aussi très très important, et je suis hyper sensible à ça. Le sommeil, c'est vraiment fondamental. Si je dors pas assez, je sais qu'il me faut quelques jours pour pouvoir me remettre bien. Donc si en plus de ça, tu mets de l'alcool, c'est double peine. Donc je me dis, là clairement, j'ai aucun intérêt à dépasser les limites. Et quand bien même, si je les dépasse, je le fais en conscience et je m'organise par la suite pour que ce n'ait pas de répercussions sur ma pratique. Le client qui va venir me voir, qui aura pris rendez-vous 2 mois à l'avance, lui, il s'en fout de savoir si j'étais à un mariage le week-end. Lui, ce qu'il veut, c'est une Marion qui soit en pleine capacité de ce qu'elle peut mettre en place et de pouvoir l'aider au mieux et de pouvoir l'accompagner ou, je sais pas, de réaliser ce que j'avais convenu avec lui. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté de les gens viennent, se déplacent, ils payent. J'ai pas envie qu'ils aient une moitié de Marion, quoi. Donc oui, c'est une philosophie de vie. Je me sens mieux aussi comme ça. C'est pas forcément pour les autres, tu vois. Il y a un truc de ouais, maintenant, je vois plus l'intérêt d'aller me mettre ivre. En plus, j'y prends pas de plaisir, donc pourquoi continuer, quoi. Mais Si on on reste sur l'alcool, pardon. Mais là, du coup, tu parlais du fait d'accompagner, d'être pleinement dans la session avec la personne. Du coup, est-ce que tu penses que pour bien accompagner les autres, il faut se faire accompagner soi-même? Au début, oui, pour apprendre justement à se connaître, à savoir notre fonctionnement, en fait, notre mécanisme, ce dont on a besoin pour être au top potentiel. Parfois, il y a besoin d'être coaché. Moi-même, je me fais accompagner parce qu'il y a toujours des choses en tout cas pour moi, des choses à comprendre, à expérimenter, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et le fait justement de pouvoir être drivé par quelqu'un, ou en tout cas d'avoir ce cadre en se disant voilà, j'ai une certaine régularité, je sais que si j'ai X ou Y besoin, je sais qu'il y a quelqu'un de compétent pour pouvoir me donner des tips ou pour me permettre de mettre en place des choses. Il y a quelque chose de reposant en fait, au final. C'est pas une charge mentale de me dire ok, là je dois faire ça de solo, je dois gérer ça. Non, il y a quelqu'un à côté qui parfois quand j'y pense pas me dire t'as pensé à tester ça ou t'as pensé à peut-être mettre ça en place, etc. Je pars du principe qu'on est humain, qu'on ne sait pas tout et que si t'as envie d'avancer, si t'as envie de passer des steps, le faire avec quelqu'un ou en tout cas d'avoir quelqu'un à côté de toi te permet peut-être d'aller plus vite, de perdre peut-être moins d'énergie à trouver la bonne solution, alors que si on te propose directement un petit peu le menu, t'as plus qu'à choisir, tout de suite on enclenche plus vite, quoi. Et après c'est pareil, une fois que t'as les clés, tu peux aussi être autonome sur certains aspects et pouvoir te débrouiller tout seul à un moment donné, et peut-être que sur d'autres sujets, tu auras un besoin en particulier où là effectivement tu peux pas te débrouiller seul, de prendre quelqu'un pour t'aider, quoi. Après, ça demande aussi cette posture de dire ouais, je peux pas y arriver seule, j'ai pas envie de le faire seule. Tu vois, il y a ce côté mettre un peu son ego de côté, de dire là, ouais, je vais prendre quelqu'un pour m'accompagner, quoi. Il y a des bons accompagnants qui ne se font pas accompagner. Il y a des bons coachs, que ce soit un coach pour l'entrepreneuriat ou un artiste. Je me dis qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et je pars du principe... Alors ça reste que mon avis perso, mais la personne qui dit qu'elle a fini et qu'elle sait tout, voilà. En tout cas, j'irai peut-être pas vers cette personne-là. Alors qu'une personne qui effectivement coach ou forme, de savoir qu'elle est perpétuellement étudiant au final, je trouve que ça humanise un peu la personne. Ouais, il y a un côté où on baisse l'ego et en tout cas, moi, je connecte mieux avec des personnes qui ont cette démarche de faire mieux, de mieux comprendre, de peut-être mieux enseigner, mieux transmettre, que de se dire, ok, moi là, je sais, j'ai fait mes classes. Parce que là, on vit dans une période où tout avance, où
où tout change. Et si on ne prend pas ce pas de se mettre au courant, de se mettre à la page, d'échanger avec d'autres personnes pour pouvoir justement s'éveiller en fait, pour moi, c'est juste de l'intelligence, en fait. On sort de son confort et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est nourrissant. Donc, je préfère être en lien avec ce genre de personnes-là. Donc, il peut y avoir de très bonnes personnes qui n'entretiennent pas. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, ça a ses limites. C'est comme les mises à jour de téléphone. Voilà, il y a toujours des choses à actualiser. Et si tu le fais pas, en fait, tu es déjà en retard, quoi. Le monde va tellement vite que, en fait, c'est ça. Si tu le fais pas, c'est que tu es déjà en retard. Et du coup, pour partir un peu sur un autre sujet, si on est très dans le mental, très cartésien, comment on peut commencer à s'ouvrir à ces choses-là sans avoir l'air un peu perché, bizarre, etc. Tout vient de l'expérience. Ça sert à rien, en fait, de se faire des films, de rester dans le mental. Ok, le scientifique, ok, généralement, ces personnes-là veulent du rationnel, veulent des études scientifiques, etc. Ils peuvent les trouver. Surtout là, actuellement, il y a des choses qui sont publiées et ça commence à sortir. En fait, moi, je dirais juste d'être curieux. Il n'y a rien à perdre, en tout cas si c'est fait avec la bonne personne, d'aller juste tester et de voir ce que ça fait. Si on parle un petit peu, un peu théorie pour les personnes qui disent « Ah mais oui, l'énergie ça n'existe pas » ou « c'est un peu perché », il y a cette notion du Wi-Fi, tout le monde l'utilise. Voilà, c'est pas palpable, mais c'est de l'énergie du soleil qui recharge des panneaux solaires. C'est de l'énergie, c'est pas palpable, mais c'est quand même là. Donc on est entouré de ça constamment. La radio, c'est des fréquences, c'est des ondes, des vibrations. L'énergie, c'est la même chose. En fait, on parle d'énergie, que ce soit pour des soins ou autre, ce qui peut paraître perché, mais en fait, on parle de fréquences, on parle d'ondes magnétiques. On est des personnes magnétiques, et c'est juste de prendre conscience de ça, en fait, et d'enlever, de peut-être détacher le mot énergie égale perché, mais juste se dire qu'un atome, il est fait de 99,9% d'énergie autour. Donc la matière, c'est 0,0001% de matière. Tout le reste, c'est de l'énergie. Donc si moi, Marion, physique, je suis que 0,001% de matière, si on suit cette logique-là, 99,9% c'est de l'énergie. Donc si je ne fais pas attention à mon énergie, si je fais juste attention à ma matière, tu vois, il y a un truc qui, au final, ne fait pas sens. Puisque c'est là. Une personne qui est en colère, tu vas rentrer dans la pièce, tu vas sentir qu'elle n'est pas dans une énergie pump it up. Tu sens que c'est tendu. Donc c'est de l'énergie. Après, c'est juste cette ouverture de conscience, cette ouverture d'esprit, de se dire, ok, est-ce que j'ai envie, moi, cartésien, d'avoir la main sur ce potentiel-là pour le mettre au service de mon bien-être, de ma famille, de mon entreprise, libre à chacun. Et comme je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser. Chacun pense ce qu'il veut, chacun va à son rythme. Mais en ayant connaissance de ça, je me dis c'est quand même dommage d'écarter ce sujet-là, alors que il est présent au quotidien et qu'on n'est pas victime, mais en tout cas on est dedans tous et de façon quotidienne, quoi. Mais là, du coup, ça me fait penser à un autre truc dont on a discuté récemment avec un artiste là, qui disait que lui ne sentait absolument rien, genre qu'il n'arrivait pas à sentir les lieux, les gens, quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est possible, ou juste il s'est un peu mis des œillères. Une personne qui ne sent pas, c'est une personne qui est complètement coupée de son corps. Donc je ne sais pas de qui tu parles, mais est-ce que tu penses qu'elle est complètement coupée de son corps ? Bonne question. Ok. Très bonne question, je sais pas. Ok. Une personne qui ne ressent pas, soit elle veut pas ressentir. C'est plus ça, je pense. Ouais. Donc si elle veut pas ressentir, elle ressent pas. Elle se coupe, elle-même dans son intention, elle coupe le truc. Si t'as pas envie de manger des épinards, tu vas pas manger d'épinars. Si t'as pas envie d'aller à un endroit, tu vas pas y aller. Ouais. Tu vois. Mais du coup, je pense que l'énergie, tout le monde la ressent quand même, juste. En fait, on baigne dedans. En fait, on baigne dedans. En fait, on est dans l'eau. La question, c'est que si t'as pas envie
de ressentir l'eau, soit tu te mens à toi-même en disant que l'eau n'existe pas, je suis mouillée, mais c'est pas de l'eau, tu vois, ou tu te crées un scaphandre, c'est ça, hein, pour aller dans l'eau, scaphandrier, pour te protéger de ça, mais en fait ça te demande une énergie de dingue. Ils se rendent peut-être pas compte, mais là il y a un truc de beaucoup dans la tête, un peu moins sur le corps. Okay. Un peu moins sur le corps. Et il y a vraiment tu vois, là, du coup, j'ai cette image-là de beaucoup dans la tête hors de l'eau, donc il sent pas qu'il est dans l'eau. Tout le reste de son corps, il y est, mais vu qu'il n'est pas connecté à son corps, il sent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'on est plutôt là-dessus. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se protègent, hein, parce que inconsciemment, il y a des choses qui jouent. Des fois, on n'a pas envie d'ouvrir des portes parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, quoi. Et parfois, c'est ce genre de mécanisme-là qu'on met en place pour se protéger. Et c'est complètement viable, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais ça peut être un mécanisme de protection. Ok. Et du coup, pour les personnes soit cartésiennes, soit les personnes un peu plus ouvertes à ça, qui se sentent vraiment fatiguées, complètement à plat, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je leur dirais que c'est pas normal, en tout cas si ça dure longtemps. C'est pas un état qui est normal, et que ce serait pas les aider que de rester dans cet état-là trop longtemps. Dans la vie, tout passe, rien n'est permanent. Une émotion, si on ne la nourrit pas, elle vient, elle passe. Qu'elle soit agréable ou inconfortable. La fleur, voilà, elle pousse, boum, elle fane, elle meurt, et elle réengendre des graines pour ce cycle. Des personnes, on peut être fatigué un temps parce que voilà, on a fait la fête, parce qu'on est parti en vacances, X ou Y, ok. Récupérer ça pour pouvoir réenclencher la machine. Mais si on est constamment en train d'être sur la réserve, voire même rouler sans gasoil, à un moment donné, le moteur il claque, quoi. Donc, moi ce que j'ai à leur dire, c'est est-ce que tu as envie d'attendre que le moteur claque, ou est-ce qu'il serait peut-être pas justement intelligent de voir ce qui pourrait être envisageable pour remettre un peu de jus dans la machine, quoi. Et généralement, quand on remet un peu de jus dans la machine, on peut redémarrer le moteur. C'est très dans l'image, mais je suis un peu là-dedans. Et c'est là où on commence à voir sur le tableau de bord que ça clignote, et de prendre le temps aussi d'aller gérer icône par icône, sujet par sujet, pour prendre soin de cette voiture-là, ce véhicule-là, notre corps, nous en fait. Parce que c'est bien d'avoir un super pilote, donc le mental, d'avoir un pilote au taquet qui connaît le circuit par cœur, mais si c'est pour qu'il court tout seul alors qu'il a une Ferrari garée à côté, auquel il met pas de gasoil dedans, alors je ne sais pas à quoi ça roule la Ferrari, on s'entend. Enfin, bref. Mais tu vois, c'est comme un pilote de course qui a une voiture à disposition, qui laisse prendre la poussière, qui s'en occupe pas. Alors lui, il va faire beaucoup de choses à courir, effectivement, à savoir tous les virages, etc. Mais il ira 2 fois plus vite et il aura d'autres sensations et il pourra gagner des courses s'il monte dans sa voiture, s'il en prend soin, et qu'ils puissent ensemble, voilà, courir des courses, peu importe. Mais dans l'image, c'est ça, c'est à quel moment les personnes vont se rendre compte que le corps, il est là avec eux. C'est une équipe, c'est pas que la tête. Si le corps, il est pas là, on est mort en fait. Donc prenons juste soin de ce qui nous permet de vivre des expériences, ce qui nous permet de pouvoir connecter avec des gens, frissonner, pleurer, enfin, c'est ce qui fait qu'on est vivant en fait. Et j'ai beaucoup de personnes qui, quand je leur parle de « Ok, mais c'est quoi la relation que tu as à ton corps ? Ah, mais ça va pas. Ah, mais il est pas assez bien. Ah, mais je suis trop grosse. Ah, mais je m'aime pas. Ah, mais si, ah, mais ça. » Ok, tu lui as dit genre 2 secondes merci, en fait. Merci d'être en bonne santé. J'ai pas de maladie grave. J'ai pas de problématiques qui m'empêchent d'aller travailler, qui m'empêchent de, je sais pas, de vivre des expériences, d'aller en festival, de rencontrer mes amis, d'expérimenter des trucs. Est-ce que tu vois, dans la démarche, je lui dis putain, mais si je suis pas là, si t'es pas là, corps, je ne peux pas faire, quoi. Et c'est là où, ah bah ouais, des mamans qui sont en train de se plaindre parce qu'elles n'ont pas le corps parfait de leurs 20 ans. Je dis ouais, mais t'as quand même donné naissance à ton enfant, quoi. Regarde ce que t'as demandé, ce que ton corps, cette machine incroyable a mis en place pour pouvoir créer ça. L'enfant, ça, on s'entend. Mais
Mais donc en fait, il y a toujours ce côté de on se plaint, il n'y a pas cette prise de conscience de ce qu'on a. On est toujours là à vouloir plus, à vouloir mieux. Mais regarde déjà ce que tu as. Regarde déjà où tu es, regarde déjà la condition dans laquelle tu vis. Il y a des personnes qui sont là actuellement, où on est en train de parler, qui voient des bombes passer au-dessus de leur tête. Donc à un moment donné, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Il y a des personnes qui n'ont pas d'eau potable à disposition. Nous, on est là, dans notre confort, tu vois, robinet, eau chaude, eau froide. Il y en a, ils doivent passer des kilomètres. Et on a de l'eau potable dans la démarche. Donc c'est à un moment donné aussi de se dire « Wow, viens, on se pose 2 secondes, on arrête d'alimenter ce mental à toujours négatif, négatif, négatif. » Rien que le fait de se poser et de dire « Waouh, ok, bon, en fait j'ai construit ça. Ma famille va bien, mon boulot, ça va, je suis en santé, viens, on se calme en fait. » Voilà, c'était ce que j'avais envie. C'était très intense, très passionné, mais c'est important. C'est important parce que parfois on se monte la tête pour des trucs. En vrai, c'est insignifiant. Enfin, si tu remets ça dans le contexte, tu te fais du mal pour rien, quoi. Les gens aiment se faire du mal pour rien. Après, voilà, j'incrimine pas ces personnes-là. C'est aussi une expérience, ça fait partie du chemin. Et parfois, il y a besoin de passer par là pour se rendre compte d'eux. Donc là-dessus... Mais moi, ça m'attriste, en fait. Quand je vois des femmes se mettre dans des situations pareilles, à se dévaloriser au point de saccager leur vie parce qu'ils ont une estime d'elles-mêmes qui aura des pâquerettes, c'est triste. Et moi, ça me retourne le ventre de constater ça. Et effectivement, si je peux aider ces personnes-là, ouais, si je peux contribuer avec grand plaisir, et si la personne a envie. Pareil, c'est pas moi la sauveuse. Moi, je donne les clés et c'est à la personne d'ouvrir les portes, quoi. Du coup, et pour finir, s'il y avait une chose à retenir sur l'importance de prendre soin de soi, ce serait quoi pour toi ? C'est juste de se poser la question comment tu peux bien prendre soin des autres si toi-même t'es en souffrance. Si toi t'es pas en capacité de pouvoir respirer, de pouvoir mettre des choses en action, tu peux pas aider correctement les autres. Donc ça, c'est pour la vision des gens qui veulent faire pour les autres. Et après, pour revenir à soi, quelle vie tu as envie de vivre en fait ? Est-ce que tu as envie de vivre, passer ton temps à être dans la souffrance, à être dans la lutte et être constamment en train de ramer, ou est-ce que tu peux te donner aussi un peu de confort et de légèreté et de dire que ça peut aussi se passer autrement que ce que tu es en train de vivre là, quoi. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Si tu es entrepreneur, indépendant, chef d'entreprise ou même salarié et que tu as envie de développer un petit peu plus ce côté-là, tu trouveras en description tous les liens pour contacter Marion, que ce soit pour un soin ou pour démarrer ton accompagnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux également la partager à un entrepreneur qui en aurait besoin. Merci à toi et à la semaine prochaine.